merci à Xavier Comtesse qui nous a donné en fait l'idée de ces e-face-à-face de début de semaine. Penser, agir, c'est le titre d'un ouvrage qu'il a sorti en collaboration avec 56 co-auteurs, dont justement Nicolas de Toledo, spécialiste de la Chine. Il va nous expliquer dans un petit moment cette passion. Nicolas, peut-être si tu veux bien te présenter, qui es-tu, qu'as-tu fait en Chine, ça tu nous le diras dans un moment, mais un peu ta formation, tes passions. Absolument. Merci beaucoup tout d'abord, Enza, pour l'invitation. Je vais partager mon écran et je vais juste vous demander si vous le voyez bien. Parfait. Parfait. Bien. Génial. Voilà, donc merci infiniment, Enza, pour l'invitation de ce soir et la proposition. Merci à Xavier aussi pour l'opportunité d'avoir contribué à ce livre. C'était une expérience très intéressante, comme la plupart des expériences que j'ai la chance de participer avec Xavier. Encore une fois, un joyeux anniversaire à ma sœur qui est ici. Et je vais commencer par me présenter. Je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer en fait comment je suis arrivé en Chine et pourquoi aujourd'hui je parle de la Chine et pourquoi en fait mon travail aujourd'hui a un lien avec la Chine. En fait, l'histoire commence avec une personne qu'on a en commun avec ma sœur qui est aussi là ce soir, mon grand-père. En 2009, je lui ai dit, au papa, c'est comme ça que je l'appelais, je pars en Chine. Il m'a regardé, il m'a dit, mais tu sais, la Chine, le communisme, la politique, le business là-bas, c'est pas facile. Tu verras, tu reviendras dans 3 mois. Bref, j'ai quand même décidé d'y aller. Je suis parti, j'ai étudié le chinois pendant 2 ans. Suite à quoi, j'ai été étudier les sciences politiques à l'université de McGill, au Canada. Et peut-être comme vous le savez, quand on étudie les sciences politiques à l'université, on a souvent des cours de débat. Et dans les cours de débat, vous avez beaucoup de gens dans la salle de classe qui doivent débattre d'un thème. La Chine étant un des thèmes principaux qui revient, on en parlait souvent. Et quand on en parlait, la classe se divisait en 2. Les Chinois, dont parfois je me joignais à cette équipe, ça dépend quel était le sujet, et le reste du monde, les Occidentaux. Puis les débats étaient très vivants et c'est là la première fois que je me suis aperçu en fait, de l'écart entre la perception qu'on pourrait avoir de la Chine et la réalité au moins d'une expérience qu'on a là-bas, ou la réalité de ce qui se passe même là-bas pour les Chinois, non seulement pour les étrangers qui y voyagent. Donc j'en ai fait une mission en fait de créer un lien entre l'Occident, entre la Suisse, l'Europe, même plus généralement l'Europe et l'Amérique du Nord, et la Chine, via différents projets, jusqu'au jour où en fait, j'ai eu une discussion avec l'entreprise familiale. On a une entreprise familiale qui s'appelle le groupe PP, le groupe pharmacie principal, dont 2 enseignes en fait, sont les principales enseignes de ce groupe, pharmacie principale et Visilab. Et suite à une discussion que j'ai avec eux, ils m'ont dit « Mais Nicolas, est-ce que tu sais quelle est la clé de la réussite de Visilab ?» Question à laquelle j'aurais dit que j'avais absolument aucune idée. Et donc, ils m'ont dit, en terminant notre MBA, on est allé dans un magasin d'optique aux États-Unis et on a vu une machine pour faire des lunettes en 1 heure. Et on s'est dit, est-ce que c'est un autre gadget développé aux États-Unis ou est-ce que ça pourrait vraiment être utile sur d'autres marchés? Ils sont rentrés en Suisse, ils ont commandé des machines. Finalement, ils ont adapté évidemment au marché, à des matériaux qu'on utilise plus en Suisse, etc. Et le slogan de Visilab jusqu'il y a quelques années, 2 ou 3 ans, était Visilab, vos lunettes en 1 heure. Peut-être si vous êtes des clients, vous l'avez peut-être vu sous le logo. En écoutant toute cette histoire, je me posais la question, mais on allait aux États-Unis s'inspirer de technologies à l'époque. Est-ce que demain, on ira en Chine s'inspirer de modèles innovants et de technologies? Donc du coup, j'ai été voir Nestlé. En allant voir Nestlé, j'ai montré à Nestlé ce graphe de 2018. C'était il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et j'ai demandé à la personne, à mon interlocuteur là-bas, dites-moi quelles entreprises vous connaissez parmi toutes celles-ci. Suite à quoi il me dit, bon, WeWork évidemment, SpaceX, Airbnb, je l'utilise d'ailleurs, Uber, pareil. À l'époque, ByteDance, on n'entendrait pas vraiment parler avant le scandale de TikTok. D'ailleurs, TikTok, pour ByteDance, c'est une toute petite partie de son business. N Financial, avant le scandale de l'IPO de N Group, on n'en entendait pas parler non plus. Et en fait, on s'aperçoit que la plupart des entreprises dont on ne sait pas ce qu'elles font et on n'arrive pas à comprendre le modèle qu'elles développent sont les entreprises chinoises. Et même sur les 20 plus grosses entreprises Internet du monde, 9 sont chinoises, pratiquement la moitié. Pourtant, qui pourrait me dire quel est le business model de Tencent ou même de N Financial, qu'on connaît peut-être un peu plus?
ou de ByteDance, de Baidu, etc., etc. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles en fait, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Premièrement, ces entreprises travaillent et ciblent le marché chinois et sont en Chine et non pas à l'étranger. En plus de ça, tous ceux qui parlent d'elles sont des journaux d'information en chinois qui, le temps d'être traduits, perdent leur pertinence parce que voilà, on attend 2-3 semaines et ce ne sont que sur les plus grandes nouvelles. Donc, on n'entend pas trop parler. Donc, j'ai décidé il y a quelques années de créer une entreprise qui s'appelle Mosaic pour faire le lien, pour faire visiter ces entreprises-là à des entrepreneurs, à des grosses entreprises en Suisse. Notre premier client, Manufacture Thinking, Xavier Comtesse, est venu en avril 2017 pour un séjour sur l'Internet des objets en Chine, durant lequel on a été à Shanghai et à Wuxi. J'ai gardé contact avec Xavier Comtesse, c'était un succès, cette délégation. Puis, un jour, il m'a proposé de contribuer à ce livre, encore une fois, une aventure à laquelle j'étais ravi de pouvoir participer. Mais maintenant, revenons un petit peu à la Chine. Comment est-ce que la Chine s'est développée si rapidement pour être aujourd'hui un des leaders mondiaux de l'innovation? Voici un graphique avec les points qui représentent le centre de gravité économique mondial. Donc, on voit que le centre de gravité économique mondial siège à la frontière de la Chine, à la frontière du Xinjiang, entre l'année 1 et l'année 1820, un petit peu au sud du Xinjiang, se rapprochant un peu de l'Inde. Pourquoi? Parce que, évidemment, l'output économique d'un pays, à l'époque, était totalement dépendant de sa population, et donc, en fait, de l'agriculture et de la capacité agricole de sa population. Jusqu'au moment des premières révolutions industrielles où on voit ce centre de gravité économique voler vers l'Occident. Pourquoi? Parce qu'à l'aide des machines, une personne pouvait être beaucoup plus efficiente qu'une personne à l'époque de l'agriculture simple. Et donc, on voit en fait le point entre 1913 et 1980 naviguer au nord de l'Europe, entre l'Europe et les États-Unis. Puis, en 1980, on voit une accélération en direction de l'Est, en direction de la Chine, du Japon. Cette accélération, elle est due à quoi? Et c'est ça, en fait, qu'on a envie de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé en 1980 et dans quelle partie du monde? Voilà, Shenzhen en 1980. 1980, c'est la succession de Mao Zedong par Deng Xiaoping. C'est Deng Xiaoping qui dit « Je veux tester l'économie de marché dans mon pays communiste. J'ai envie de tester le capitalisme. » Mais il dit « Je ne veux pas tester le capitalisme dans une grande ville qui fonctionne bien selon les critères du Parti communiste de l'époque. » Donc, il dit, je vais aller là où il n'y a personne, Shenzhen. Vous voyez Shenzhen sur cette image. Ce sont en fait des villages de pêcheurs. C'est 100 000 personnes. 100 000 personnes à l'échelle chinoise, c'est rien du tout. C'est peanuts. C'est vraiment rien du tout, rien du tout, rien du tout. À titre de comparaison, Shanghai, c'est 24 millions de personnes aujourd'hui. Donc, Shenzhen, 100 000 personnes sur 12 villages. Deng Xiaoping dit, on va tester le capitalisme ici, on va autoriser l'entrepreneuriat, on va autoriser les investissements étrangers. Mais avant, on va construire un mur autour de Shenzhen pour être certain que quoi qu'il arrive au sein de ce mur à Shenzhen, ça ne déteigne pas sur le reste de la Chine. On veut pouvoir être observateur externe pour tester. Voilà à quel point ils avaient peur. Alors bon, le mur n'a pas tenu longtemps et d'ailleurs, je vais vous montrer une photo de Shenzhen aujourd'hui et je vais vous demander de vous concentrer sur cette image pour voir la différence. voilà Shenzhen en 2020. Donc on est passé de 100 000 habitants à 15 millions d'habitants. On est passé en 1980 de 0,1% du PIB de Hong Kong à plus que le PIB de Hong Kong, je pense, en 2017 déjà. Et surtout, en fait, on est passé à une ville d'où plus de 90% de la production électronique mondiale provient de cette ville-là, de Shenzhen. Jamais dans l'histoire, on a eu une telle concentration, en fait, de production électronique au même endroit. Alors, avant de continuer, il faut définir qu'est-ce qu'un maker, parce que je vais en parler, et l'argument que je vais essayer de défendre durant cette présentation, c'est de dire que Shenzhen est un makerspace, donc un lieu où les makers se réunissent à la taille d'une ville. Et d'ailleurs, dans le livre, quand je parle, je parle des makers en Chine. Donc, commençons par les définir. Les makers sont des gens qui adhèrent à ce qu'on appelle la maker culture. Et la maker culture, c'est une branche de la culture do it yourself. Do it yourself, c'est faites-le vous-même. C'est-à-dire Ikea, par exemple. Faites votre meuble. Quand votre porte casse, remplacez-la. Si vous créez un drone, faites-le vous-même. Renseignez-vous, apprenez à construire. D'ailleurs, on est tous nés un peu makers. C'est-à-dire qu'on a tous joué au Lego. On a tous essayé de faire des cabanes avec des coussins sur notre
sur notre canapé quand on était tout petit, ou des cabanes dans le jardin pour ceux qui avaient la chance d'en avoir un. Les makers, à la différence du do-it-yourself, c'est aussi du do-it-yourself, mais c'est dans l'électronique. Ce sont des gens qui font ça, qui font eux-mêmes, mais en s'appuyant sur l'électronique, la robotique, l'impression 3D, les machines à outils, et ils le font dans ce qu'on appelle des makerspaces. Ce sont des lieux où ils se réunissent et où ils collaborent. C'est-à-dire que moi, si j'étais un maker qui va dans un makerspace, je peux peut-être vouloir construire un drone, j'utilise mon imprimante 3D pour faire du plastique, etc. Enfin bref, imprimer du plastique. Ensuite de ça, je construis mon drone et en même temps, je le fais dans un lieu où mon collègue, l'autre maker, va pouvoir me dire, écoute, ton drone, peut-être tu devrais le modifier de cette façon-là pour pouvoir l'améliorer. Et donc, en fait, on travaille en intelligence collective, en open space, on se parle, on se montre ce qu'on fait et on se suggère des améliorations. Alors maintenant, revenons à Shenzhen. Les années 80, 1980, voici une usine typique de Shenzhen. On a attiré des investissements étrangers. Dans les années 80, des entreprises internationales ouvrent des usines principalement de textiles. Dans les années 90, elles commencent à se spécialiser dans l'électronique, dans la technologie. La Chine devient l'usine du monde peu à peu. Puis dans la fin des années 90, on a la high-tech qui arrive en Chine. Le lecteur DVD Sony qui est produit à Shenzhen. Au Japon, on design, on crée ce lecteur DVD sur les plans. À Shenzhen, on le produit, on l'assemble et il est destiné à être vendu dans les pays développés. Et même dans les pays développés riches. Pourquoi? Parce qu'un lecteur DVD à la fin des années 90 coûte 1000 $. 1000 $, pas tout le monde peut se permettre. Et donc, vous avez de plus en plus de ces usines-là qui développent de la high-tech. En même temps, donc vous avez de l'économie qui croît, vous avez des gens qui s'enrichissent, des gens qui travaillent dans les usines, mais maintenant qui ont mis de l'argent de côté et qui veulent avoir accès à des loisirs. Alors, ils sortent des usines et d'abord, ils achètent un DVD copié à 50 centimes de dollars. Mais quand vous achetez un DVD copié à 50 centimes de dollars à Shenzhen, vous ne pouvez pas l'utiliser. Parce que si vous le mettez dans votre lecteur DVD Sony, il y a écrit sur l'écran « cannot read ». Pourquoi? Parce qu'il détecte que c'est un DVD piraté. Alors, et en plus de ça, vous n'avez même pas l'argent de vous payer un lecteur DVD à 1000 $. Et donc, les gens qui travaillent dans les usines sortent des usines et eux qui ont acquis le savoir-faire de production de ces lecteurs DVD commencent à produire les leurs. En effet, la main-d'œuvre est à Shenzhen, les outils sont à Shenzhen et le marché de la Chine est absolument gigantesque. Le marché qui ne peut pas se payer un lecteur DVD à 1000 $. Ils construisent donc, en dehors de l'usine, le lecteur DVD à 100 $. À 100 $. Ils deviennent les Robins des Bois de la technologie. Ils inondent le marché chinois de lecteurs DVD beaucoup moins chers que ceux des grandes marques. Puis, une fois qu'ils ont inondé le marché chinois, ils inondent en fait le reste du monde, les pays en voie de développement qui, eux non plus, n'ont pas l'argent de s'acheter des lecteurs DVD à 1000 $. Même chose avec l'iPhone. Vous avez en Californie Apple qui dit « Je design l'iPhone parfait avec les fonctionnalités dont les gens ont besoin. » Ils ne demandent pas aux gens ce dont ils ont besoin. Ils le design, c'est l'iPhone parfait, d'ailleurs présenté parfaitement dans l'Apple Store. Et c'est pour les pays développés et les gens riches des pays développés ou les gens riches des pays en voie de développement. Et en attendant, Motorola, Nokia, c'est pareil. C'est des gens dans les pays scandinaves qui ont designé pour le reste du monde sans vraiment interagir avec eux. Mais tout ça, où est-ce que c'est produit? À Shenzhen. Donc, qu'est-ce que Shenzhen fait? Shenzhen propose des autres fonctionnalités qui sont totalement différentes. Je vous donne un exemple. Le téléphone portable en bas à gauche, un téléphone à 7 haut-parleurs. Je ne sais pas si vous les voyez. Alors, vous allez me dire, mais à quoi ça va me servir d'avoir un téléphone à 7 haut-parleurs? Je vais vous dire, les constructeurs sur les chantiers, quand ils veulent discuter en haut-parleur ou quand ils veulent entendre leur sonnerie ou écouter de la musique, ils ont besoin d'un téléphone qui a la puissance en termes sonores de pouvoir arriver jusqu'à eux, même s'ils utilisent un marteau ou que sais-je. Et vous allez me dire, oui, mais bon, c'est un marché tellement niche, à quoi bon s'obstiner à vouloir créer un produit pour toute petite population? Eh bien, en 2005, ce téléphone à 7 haut-parleurs, en 2005, on en a vendu pour 30 millions d'exemplaires. 30 millions. C'est absolument gigantesque. Pour vous donner un autre exemple, en haut à droite, le téléphone portable Tecno. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la marque Tecno. C'est un téléphone qui se vend à 300 millions d'unités par année. Ils ont 40% du marché africain. Pourquoi? Parce que Shenzhen a dit, en Afrique, il faut une autre caméra qui est adaptée à la peau de couleur foncée.
Et donc, l'iPhone et tous les compétiteurs n'avaient jamais fait ça. Et donc, aujourd'hui, Tecno a trouvé aussi son marché. Tout ça pour dire qu'au lieu de faire du top-down, c'est-à-dire Apple, Nokia, à l'époque Motorola, et dire qu'est-ce que les gens veulent et le designer depuis leur grand bureau, ici à Shenzhen, on regarde où est le problème et on trouve la solution et on ajoute des fonctionnalités et évidemment, on coupe le prix par 10, si ce n'est pas même par plusieurs douzaines. Comment c'est possible? À Shenzhen, il y a un endroit, un marché de l'électronique qu'on appelle Huaqiangbei Electronic Market. Et Huaqiangbei, c'est 70 millions de mètres carrés. Je ne sais même pas qu'est-ce que ce chiffre signifie. C'est des immeubles entiers avec des marchés où vous avez des stands comme vous voyez là. Tous ces stands que vous voyez sur cette photo sont des stands qui vendent la même chose. Ce sont des LED, des lumières. Donc tout cet étage va vendre des LED, mais des LED grands, des LED de toutes les couleurs. L'étage du dessus va vendre des microprocesseurs. L'étage du dessus va vendre des câbles, etc. etc. L'électronique à Shenzhen est une commodité. On y a accès à tout type, très très bon marché. Et donc, quand vous avez un lieu où vous avez des entrepreneurs qui ont accès à toute l'électronique possible pour faire des prototypes rapidement, pouvoir les tester, et bien vous avez en fait un écosystème qui est particulièrement, enfin qui est très particulier dans le sens où en fait vous n'avez pas vraiment de limite. Surtout que vous avez après les usines qui vous permettent à Shenzhen de faire de la grande production. Donc vous êtes peut-être un entrepreneur qui avait développé un nouveau drone avec une certaine fonctionnalité et vous voulez le faire à grande échelle pour avoir un marché. Vous approchez une usine parce que vous en avez des milliers à Shenzhen et elle vous dit « Je te prête mes lignes d'assemblage, en échange, tu me passes une participation dans ton entreprise. » On appelle ça des angel factory, pas des angel investors, des angel factory. Donc vous avez plusieurs acteurs de cet écosystème qui proposent en fait d'avancer plus rapidement et finalement le fait d'être open source. En Chine, vous n'avez pas de propriété intellectuelle. Donc s'il y a un de ces stands-là, quelqu'un développe un nouveau gadget et que le stand à côté trouve que c'est un gadget génial, il va le regarder, il va le voir et ensuite de ça, il va décider de le copier. Donc on travaille en intelligence collective, on travaille via la copie, on travaille en open source en quelque sorte, qu'on le veuille ou non. Vous allez me dire, oui, mais bon, à Shenzhen, la copie, ok, on innove sur certains produits, on fait des nouvelles fonctionnalités, ce qui pour moi signifie déjà l'innovation. En plus de ça, on coupe les coûts. Mais on ne fait pas de l'innovation world class, inégalée partout ailleurs. Je vous donne un exemple ici de ce drone, le Mavic Pro de DJI, vous en avez probablement entendu parler. DJI est la plus grande marque de drones à utilisation civile, 85% du marché, qui fait des drones qui volent à 3000 mètres de haut, qui vous suit à intelligence artificielle quand vous skiez. Vous avez probablement déjà vu beaucoup de ces drones parce que finalement, le plus gros compétiteur est Parrot, mais ils n'ont que 2 ou 3% du marché. Je vais terminer en fait cette présentation par parler un petit peu du gouvernement parce qu'on ne peut pas parler de la Chine sans parler de son gouvernement et du rôle du gouvernement dans cette innovation et dans le fait qu'elle encourage l'innovation. Alors, elle le fait par 1000 manières, mais je vais me spécialiser ici sur un des points, le government as an investor, donc le gouvernement comme un investisseur, et dans une politique particulière qui s'appelle mass entrepreneurship, donc entrepreneuriat de masse. C'est en fait mass entrepreneurship, l'entrepreneuriat de masse, c'est une politique qui a été lancée par le Premier ministre Li Keqiang entre 2014 et 2015. Il consistait à investir massivement dans des incubateurs et des accélérateurs partout en Chine. On parle de centaines de millions, voire de milliards dans certains domaines très particuliers. Et on investit donc dans des incubateurs, dans des accélérateurs, et aussi on diminue les taxes sur le profit durant les premières années, et aussi on facilite les processus d'ouverture d'entreprise. Résultat de cette politique en 3 ans, en 2018, vous avez 18 000 nouvelles entreprises créées tous les jours en Chine. 18 000 nouvelles entreprises créées tous les jours en Chine. Et derrière, sur cette photo, vous avez un accélérateur qui s'appelle HAX, c'est un makerspace aussi, qui est un accélérateur de start-up. Donc, en fait, un fonds de start-up qui s'appelle SOSV, basé à la Silicon Valley, s'est rendu compte d'une chose. À la Silicon Valley ou même à l'EPFL, quand on veut innover, et que, par exemple, qu'on veut faire un drone, on fait un plan, on commande des pièces. Quand une pièce doit être remplacée, on la recommande, il faut attendre 2 semaines. Ensuite de ça, on la teste, on se rend compte qu'il faudra encore quelque chose d'autre, on recommande, il faut 2 semaines, etc., etc. Ça prend du temps. À Shenzhen et dans HAX, qui est dans le Huaqiangbei Market, le marché dont je vous ai parlé, il est au 7e étage. Les entrepreneurs innovent, font leurs robots,
Et quand il leur manque une pièce, ils prennent l'ascenseur, ils descendent de cet étage, ils vont acheter la pièce, ils remontent et en 1 heure, ils peuvent retester, réitérer, reprototyper. Et tout ça en contact avec tous les vendeurs, toutes les usines et donc en utilisant l'intelligence collective. Du coup, les makerspaces en Chine ont augmenté avec cette politique de mass entrepreneurship. Finalement, les makerspaces sont un petit peu différents en Chine que ceux qu'on a ici. La makers culture est théoriquement une culture dans laquelle on innove par pure passion. En Chine, ils innovent par ambition de retour sur investissement. Donc, ils le font en fait pour ouvrir une entreprise et puis gagner un marché. Voilà mon dernier slide. Et après, j'aurai terminé. L'entrepreneur de Shenzhen, en fait, est un maker. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, il travaille comme dans un makerspace à taille géante. Ça veut dire qu'il a accès à un site de production. Il a accès à toute l'électronique dont il a besoin. Et il a accès à du savoir-faire sur place et à de l'intelligence collective. Il travaille selon une approche bottom-up, c'est-à-dire qu'il regarde où est-ce qu'il y a un besoin, il prototype, il teste sa solution, il réitère, il change, il modifie jusqu'à avoir un produit qui le satisfait. Et finalement, tel un maker, il est intelligent, il est agile, il travaille en open source et finalement, il innove sur des produits déjà existants. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. Et puis, vu qu'on va tous parler un petit peu, je serais ravi d'entendre vos commentaires ou alors des questions ou même votre expérience, si vous en avez une de la Chine, même si vous n'êtes jamais allé, votre vision. Enfin, tout m'intéresse, donc n'hésitez pas à partager vos idées. Merci beaucoup, Nicolas. Je vous demande d'ouvrir au micro pour un joli applaudissement pour cette jolie présentation. Merci beaucoup. Bon, c'est un peu timide, mais vous n'avez pas dû mettre tous vos micros. Nicolas, voilà, mais merci beaucoup. Alors, je ne sais pas vous, moi j'ai appris des tonnes de choses, de renseignements. Avant de vous donner la parole, j'aimerais que Xavier Comtesse, en préambule, nous explique pourquoi avoir choisi Nicolas pour être un de tes co-auteurs dans ce livre Penser agir. Maintenant que vous avez entendu Nicolas, ça paraît évident. C'est un type absolument génial. Et, cet esprit de découverte, ça me fascine toujours. L'autre chose, j'ai une question pour Nicolas. Donc, c'est un type remarquable. Vous avez remarqué, il est tout jeune, il a plein d'énergie, peur de rien. Nicolas, qu'est-ce qu'il faudrait faire en Suisse romande pour copier en fait cette capacité tu parlais d'intelligence collective, d'écosystème. Qu'est-ce qui manquerait ici pour qu'on se rapproche un peu de cet esprit chinois créatif? Merci beaucoup, Xavier, pour la question. Je veux bien tenter d'y répondre. Ce ne sont que des avis que j'ai de la Chine. Ça fait pas longtemps que je suis revenu m'installer en Suisse, en fait, depuis le début du Covid. Donc aussi, disons qu'il faudrait peut-être un peu plus de temps pour pouvoir bien comprendre, disons, la situation actuelle déjà dans laquelle on est. Mais de ma perception, je dirais que c'est l'idée de développement d'un écosystème qui est particulier en Chine. C'est-à-dire qu'en Chine, on collabore. Il y a des partenariats dans tous les sens, même des partenariats jusqu'à des fois, on ne sait même pas pourquoi on fait des partenariats. Mais tout le monde fait des partenariats parce que tout le monde veut savoir ce que les autres font. Et en comprenant ce que les autres font, on trouve des synergies, on s'aide. Et en fait, la culture du secret qu'on a peut-être partout en Occident, peut-être aussi en Suisse, on veut cacher ces bonnes idées. On n'est pas sûr vraiment en fait, de vouloir les donner à quelqu'un qui pourrait les voler. En Chine, ce n'est pas du tout comme ça. En Chine, en fait, l'idée, c'est de le dire le plus rapidement possible pour avoir du feedback, pour avancer et pour pouvoir prendre de l'avant. Et pour rester compétitif, en fait, on ne reste pas compétitif par brevet, parce que la propriété intellectuelle ne fonctionne pas. On reste compétitif par rapidité de développement de ce qu'on fait. Et donc, en fait, je dirais qu'en Suisse, peut-être créer des plateformes par lesquelles les gens puissent vraiment s'appuyer sur de l'intelligence collective, collaborer, créer des écosystèmes du digital aussi. On est un petit peu loin de ça par rapport à la Chine. Ça nécessiterait en fait un certain nombre d'étapes, parmi lesquelles en fait avoir des applications mobiles beaucoup plus compréhensives que celles qu'on a. Écoute, figure-toi, Nicolas, si j'étais le gouvernement suisse, je t'engagerais.
Faut faire ça. Peut-être leur envoyer un CV. Merci beaucoup. Il est bien comme ça en indépendant, notre Nicolas. Je ne suis pas sûre que c'est une bonne idée, Xavier. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a une fascination chinoise? J'aimerais que Gérard Zivi, qui connaît bien la Chine, puisque son épouse est chinoise, puisse s'exprimer. Gérard. Micro. Ça tombe bien, moi j'allais poser une question, mais je la poserai après. Bon, moi je suis jamais allé à Shenzhen. J'ai simplement, au cours de 10-15 années de pratique professionnelle en Chine, pour ceux qui ne me connaissent pas, je faisais de la formation, je formais les équipes des grandes sociétés multinationales à ce qu'on appelle la vente stratégique, la vente complexe et la gestion des grands comptes. Donc j'ai beaucoup été enseigné là-bas à des Chinois, souvent plus jeunes que les ingénieurs commerciaux que j'avais en Europe. Attention Gérard, la minute passe vite. Hein. Bon. Et j'ai surtout été frappé par la différence entre ce que j'ai découvert en Chine et puis l'imagination qu'on s'en fait quand on est resté en Europe. Ça rejoint un peu ce que Nicolas disait au début. En fait, en dehors d'un système politique différent, quand on se place au niveau des individus et qu'on les regarde vivre et travailler, ils ne travaillent pas de manière fondamentalement différente de nous. Je vais m'arrêter là puisque tu me limites dans le temps, mais on pourra revenir si ça vous intéresse. Nicolas? Non, bah, je suis tout à fait d'accord. Et puis, c'est ce que je disais, l'écart de perception. Et c'est vrai que je pense que, merci Gérard pour votre commentaire, je pense que la plupart des gens qui ont été là-bas et qui ont été là-bas au-delà d'une simple visite touristique et superficielle et qui se sont plongés, qui ont discuté avec un Chinois dans un métro, par exemple, on se rend vite compte que ce sont des gens sympathiques et qu'en fait, on se ressemble, on se ressemble beaucoup. Finalement. En fait, on aspire beaucoup aux mêmes choses. Et donc, je pense que je recommanderais à tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'y aller et puis d'essayer de se plonger un petit peu plus que simplement superficiellement via une visite touristique. Merci. Je veux juste rajouter une petite chose, Enza, c'est qu'il y a aussi une différence que j'ai notée, c'est que nous, en Europe et en Suisse en particulier, on tient beaucoup à notre confort. Confort de vie dans tous les domaines. Je pense que les Chinois, ils sont beaucoup moins attachés, ils sont plus rudes, ils travaillent plus, ils travaillent 6 jours par semaine, quand c'est pas 7. Les magasins ne ferment jamais. Ils sont ouverts le samedi, le dimanche, mais aussi tard le soir. On peut tout faire pratiquement à n'importe quelle heure. Donc ça veut dire qu'on a une société qui travaille de manière beaucoup plus intense. On pourrait comparer à ce que les Japonais ont fait dans les années 70 ou à ce que nous, on a fait au lendemain de la guerre, au moment du départ des 30 Glorieuses, où tout le monde s'est mis à bosser. Et puis en Europe, on ne peut pas dire qu'on a gardé ce rythme de travail. Merci Gérard pour ce témoignage. On aimerait y aller maintenant en Chine, maintenant qu'on a eu ta présentation, mais il paraît qu'au niveau des avions, on est un peu mal pris en ce moment. Philippe Meyer, passionné d'aviation, justement. Oui, merci Nicolas. Je vais profiter de la question de Xavier pour rebondir dessus, parce qu'en fait, pour les étudiants d'ici, la meilleure chose à faire, ce serait justement d'aller passer 3 mois à Shenzhen pour découvrir la fourmilière. La dernière fois que j'y suis allé, j'ai vécu exactement ce que Nicolas a dit. Alors, je confirme à 100% des Européens qui étaient là-bas en train de développer des produits parce qu'ils avaient tout sur place. C'est exactement ça. Mais ma question est la suivante. J'ai 2 questions en fait. Pourquoi tu es rentré en Suisse? Et puis la deuxième question, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui, comme nouvelle technologie ou nouvelle business model, pourrait être exportable de Chine en Europe, selon toi? Merci. Ouais. Alors, merci beaucoup, Philippe, pour ces questions. Alors, la première question, je suis parti de Chine le 6 décembre de l'année passée, donc il y a 1 an et 1 jour, avec une valise pour 3 semaines. J'y suis jamais retourné. Donc, et le fait est que en revenant en Suisse, je me suis aussi aperçu que bon, la Suisse a quand même beaucoup d'avantages qu'on n'a pas en Chine. J'ai fait 10 ans en Chine, j'ai adoré. Et puis je me suis dit que de toute façon, j'ai toujours voulu vivre en Suisse. Et donc je pense que si je prenais pas l'opportunité du Covid
pour prendre cette décision, je ne sais pas qu'est-ce qui me ferait rester. Donc voilà, ça c'est pour répondre à la première question, mais la Chine aura toujours une place importante, je pense, dans ma vie. En tout cas, une partie de la Chine, les Chinois, je dirais aussi, et mes amis, etc. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, c'était, de quel genre de technologie, en fait, on peut s'inspirer. Bon, bah voilà, moi, je dirais là, les écosystèmes du digital. Si on a envie d'aller dans un sens de la digitalisation, et puis j'ai l'impression qu'il y a, alors ça ne fait pas l'unanimité, hein, il y en a qui s'y opposent, et puis ils ont, je pense, des vraies bonnes raisons aussi de s'y opposer. Mais si on veut aller dans un monde qui intègre de plus en plus la technologie et la digitalisation, la Chine est bien en avance sur l'Occident. Tout est digital là-bas. On n'utilise plus de cash, ils sont en train de faire une monnaie digitale, mais ça va bien plus loin que ça. Il y a des modèles économiques basés sur la digitalisation, et je vous prends un exemple. Un livre ici, un livre online, comment est-ce qu'on le monétise? On vend un livre online sur e-book, sur Amazon ou peu importe, ou sur Kindle, etc. En Chine, on ne vend pas seulement un livre, on vend aussi un chapitre, on vend une page, on vend une interview avec l'auteur en privé, on vend une interview avec 15 autres personnes, on vend du live streaming avec l'auteur qui va présenter son livre, et on fait du click to pay, ça veut dire que la personne qui présente son livre en live streaming, si on clique et qu'on met notre doigt sur le téléphone, c'est payé, c'est livré la même journée ou le lendemain. Donc en fait, ces fonctionnalités donnent des possibilités, mais en fait dont on n'a même aucune idée ici qu'elles pourraient être possibles, parce qu'ils ont quelques années d'avance. Voilà. Merci Nicolas. Alors ce modèle financier, Laurent Francineschi, ça fait rêver? Oui, en fait, ce qui m'a surtout frappé, c'est qu'il y a une valeur qui, je crois que les ingénieurs, en tout cas une certaine catégorie d'ingénieurs sont extrêmement sensibles, c'est cette vision du maker. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui manque complètement dans notre société, que je dirais est à 98 ou 99% illettré du point de vue technologique. Je crois qu'il y a vraiment un problème d'illettrisme technologique dans notre société. C'est-à-dire que, mis à part les ingénieurs et les techniciens qui travaillent avec l'électronique, en fait, personne s'y connaît. Et je crois qu'on a un vrai problème dans notre société, c'est-à-dire qu'on a cette passivité. Et c'est vrai, si un téléphone tombe en panne, ben, on le jette. Si la cuisinière tombe en panne, on la jette. C'est-à-dire qu'on a cette habitude du supermarché qui fait que tout s'arrête et on n'a pas l'idée que moi aussi je peux le faire. Et je pense que cette attitude de l'entrepreneur, mais aussi de n'importe quelle personne, pour moi, ça m'a énormément frappé, cette culture du maker. Alors moi, je viens d'un milieu pour lequel je comprends totalement, par exemple. Laurent, une petite minute, ça passe vite. Oui, tout à fait. Donc, je comprends tout à fait le problème, la question sur la propriété intellectuelle et comment on peut s'en passer totalement de cette propriété intellectuelle et au contraire le monétiser de façon différente. Donc, moi, ce qui m'a frappé dans ce qu'avait dit Nicolas de Toledo, c'était justement cette attitude maker. Et je pense que c'est plutôt ça qui me fait rêver, plutôt que la finance. C'est-à-dire cette attitude de la personne qui fait, qui est active, qui fait, et qui n'est pas l'attitude du supermarché. Ah ben mon laboratoire s'arrête pendant 2 semaines parce que j'ai pas la pièce. Enfin, si j'ai pas la pièce, moi je me la fais. Ça c'est cette attitude-là. Moi, merci beaucoup. Peut-être une question précise pour Nicolas ou non, personnellement, c'est plutôt plutôt une remarque que je fais. Et qui me dit que peut-être c'est pas une spécificité culturelle chinoise, mais c'est que c'est nous en Occident qui avons perdu ça. Ou dans tous les autres pays du monde d'ailleurs, aux États-Unis, etc. En Occident, c'est plus une remarque et plutôt une réaction à chaud que je trouve magnifique à Shenzhen et qu'on n'a pas en Suisse. Et qu'on n'a certainement pas à l'EPFL, effectivement. Merci beaucoup, Laurent. Alors, je vais rester sur le domaine financier en donnant la parole à Magali. Tu sais combien on paye d'impôts là-bas? Ah, ce n'était pas la question que je voulais poser, mais ça rejoint un peu ma préoccupation. À savoir qu'ici, ce qu'on appelle la liberté, c'est facilement l'individualisme. Hein. Notre plaisir, c'est l'individualisme, c'est très souvent l'arbitraire, etc. Et je me fais beaucoup de soucis pour nos petits-enfants face à cette concurrence. Cet exposé brillant, merci beaucoup monsieur, était à la fois glaçant, n'est-ce pas? Parce que quand on voit nos petits-enfants gâtés pourris, on se dit que les petits Chinois ne sont peut-être pas effectivement soumis au même régime. Et le problème, effectivement, c'est un problème de civilisation.
nous tenons quand même à nos valeurs. Donc la question que j'essayais de poser par écrit, c'était qu'est-ce que vous préconisez qu'on pourrait amender dans notre système d'éducation sans trahir notre identité, mais qui nous arme quand même un peu mieux face à cette concurrence galopante. Il est peut-être déjà trop tard d'ailleurs. Je voulais aussi remercier d'abord Laurent pour son commentaire et j'ai beaucoup aimé aussi cette vision, cette perspective. Et pour vous répondre, Magali, alors c'est effectivement la Chine est à la fois fascinante et à la fois glaçante. Ça, je le cache pas. Je pense que tout le monde qui a vécu en fait le pense dans un certain sens. Je pense que ce qui s'est passé en Chine et ce développement incroyable en fait est l'expérimentation de l'économie de marché, du capitalisme, qui est par définition aussi assez aligné au droit en fait libéral des gens. Et donc, ce sont les entrepreneurs qui ont commencé à faire ce qu'ils voulaient. Donc, en fait, vous avez des Chinois qui ne sont pas forcément des gens qui répondent plus que d'autres à l'autoritarisme, selon moi. Vous avez par contre un gouvernement, lui, qui essaye d'aligner tout le monde pour aller dans une certaine direction. Et donc, c'est le gouvernement, en fait, qui impose ces valeurs. Ce ne sont pas forcément les Chinois. Je pense qu'il faut bien faire la différence. Je vais vous prendre un exemple par comparaison. C'est une entreprise. Qu'est-ce qui se passe avec une entreprise? Quand on va à une interview dans une grande entreprise, on nous demande est-ce que vous connaissez les valeurs de notre entreprise? Et c'est par exemple un des tests qu'on fait. Et puis alors les gens qui vont à l'interview, ils disent oui, alors c'est ci, c'est ça, c'est ça. C'est pas qu'ils adhèrent à ces valeurs. C'est qu'en fait, ils doivent les dire pour rentrer en quelque sorte dans le système. C'est le CEO d'une entreprise qui, top-down, décide la direction dans laquelle on va. Notre vision à 5 ans, notre vision à 15 ans, où est-ce qu'on investit? On est d'accord avec ça, nous, ici, en Occident. En Chine, le gouvernement est absolument pareil. C'est-à-dire que les membres du parti et les membres les plus hauts du gouvernement sont des gens qui ont échelonné en fonction de ce qu'on appelle les KPI, donc les Key Performance Indicators, donc des indicateurs à lesquels on est obligé d'arriver pour pouvoir grader. Finalement, on arrive tout en haut et on dirige en fait le pays comme une entreprise avec des visions à 5, 10, des plans quinquennaux et des investissements qui vont dans une direction. On demande à toutes les entreprises chinoises, suivez-nous dans cette direction. Finalement, on se fait avoir un peu à notre propre jeu de l'économie de marché. C'est-à-dire que, afin d'être parfaitement compétitif aussi, c'est bien que les gens aillent tous dans la même direction. Nous, on ne le fait pas ici parce que voilà, c'est l'individualisme, c'est nos droits, chacun veut avoir sa parole. En Chine, le gouvernement a décidé de prendre une autre direction. Je ne sais pas si ce sera indéfiniment comme ça, pour être honnête. Je ne sais pas si le gouvernement va rester en place tel qu'il est pendant encore longtemps. Ce n'est pas impossible que ce ne soit pas le cas, comme ce n'est pas impossible que ça continue dans cette direction-là. Alors, aller dans la même direction pour avancer, moi j'ai l'impression, par exemple, qu'au CERN, ça se passe assez comme ça, Jacques Gruber. Oui, merci Enza. Écoute, d'abord bravo à notre conférencier, c'est excellent. Et effectivement, moi je suis un ancien ingénieur du CERN et je voulais faire une remarque sur la culture du secret et les brevets, qui effectivement c'est inconnu au CERN. Donc au CERN, on a une collaboration horizontale, vraiment tout azimut. Et là, comme il n'y a aucun brevet, toutes les notes, tous les rapports sont vus par tout le monde, il y a une collaboration vraiment gigantesque. Donc la culture du secret est un frein énorme pour le développement. Maintenant, j'avais une question concernant le développement des voitures électriques. Est-ce que la Chine ne va pas largement dépasser l'Occident dans effectivement le développement des voitures électriques et d'imposer aux Chinois d'acheter des voitures électriques? Ce qu'on ne fera pas en Occident, on n'osera pas prendre une décision d'imposer d'acheter des voitures électriques. Alors, merci beaucoup pour votre commentaire et la perspective au sein du CERN. C'est très intéressant. Et puis, pour les voitures électriques, alors oui, c'est déjà le cas. En fait, la Chine est déjà le leader mondial des voitures électriques. BYD, Build Your Dreams, en fait, BYD est une entreprise chinoise, plus gros constructeur de voitures électriques déjà aujourd'hui. 600 000 bus électriques sur les routes de Chine aujourd'hui, 3 000 aux États-Unis, sauf erreur. Ça, c'était des chiffres d'il y a environ 6 mois que je m'étais renseigné pour en fait une recherche dans ce sens-là.
Ensuite de ça, vous avez aussi le gouvernement donc, qui oblige les gens à acheter. Alors, il ne les oblige pas aujourd'hui, mais il subventionne massivement. Il subventionne les constructeurs de voitures électriques, de batteries, mais il subventionne aussi les gens qui achètent à hauteur de 7 000 $ par voiture pour les gens qui achètent. Donc évidemment, et finalement, il y a aussi une autre méthode qu'ils ont, c'est qu'une plaque d'immatriculation en Chine, ça se fait sur loterie et il faut payer 8 000 $ pour avoir votre plaque d'immatriculation à Shanghai, par exemple. C'est pour limiter en fait le trafic routier. Si vous avez une voiture électrique, ça vous coûte zéro. Donc évidemment, tout le monde achète des voitures électriques. Alors après, vous avez les poster child, donc les entreprises qui doivent être les meilleures dans leur domaine. Aujourd'hui, vous avez BYD, NIO, etc. Vous avez des centaines d'entreprises de voitures électriques en Chine qui produisent en Chine et qui font en Chine après pour des scooters, des 3 roues, etc., etc. Donc, ils se diversifient. Pourquoi la Chine se positionne là-dedans? Ils ont loupé le coche de la voiture thermique. En fait, ils ne pourront jamais. Ils ont racheté Volvo. OK, bon, alors maintenant, ils ont loupé le coche de la voiture thermique. Et puis même, ils n'ont pas les ingénieurs pour la faire. Ils n'ont pas de pétrole en Chine. Donc, ils importent tout leur pétrole. Donc, en fait, ce n'est même pas si stratégique que ça pour le gouvernement. Ce que le gouvernement fait aujourd'hui, c'est qu'en fait, il est en train de devenir il est déjà le numéro 1 mondial dans les voitures électriques. Il est en train de se positionner comme le moins cher aussi pour des voitures électriques de bonne qualité. Pourquoi? Parce que dans une batterie, on a besoin des terres rares et aujourd'hui, les terres rares sont en Chine. Aujourd'hui, la Chine investit massivement dans les énergies renouvelables, les panneaux solaires, les éoliennes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de terres rares dans les deux aussi. La majorité des terres rares sont en Chine. C'est stratégique avant tout, j'imagine. Et pourtant, les voitures électriques sont extrêmement sales en Chine. 60% de l'électricité en Chine est produite à base de charbon. Et donc, finalement, on vous vend en surface une solution qui, en profondeur, ne l'est pas. Quoi qu'il en soit, la Chine, si toute la Terre va dans la direction des voitures électriques, la Chine est parfaitement positionnée pour devenir l'Allemagne de demain dans ce domaine. Tout à fait d'accord. Merci beaucoup à vous deux. Alors, Alexandra, qui reprend normalement la direction de la pharmacie principale, envie d'aller ouvrir des pharmacies principales en Chine, après l'expérience de ton frère? Peut-être pas ouvrir une pharmacie en Chine, mais s'inspirer de leur médecine traditionnelle qui est vraiment orientée prévention. Je pense que là, il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes. Merci Nico pour cette présentation. Je suis vraiment contente d'avoir pu y participer et je voulais juste dire quand même quelque chose, c'est que toute cette non-compétition entre les makers en Chine et le fait de mettre en commun le savoir-faire, ça devrait inspirer vraiment les autres pays, comme par exemple la Suisse. Et d'ailleurs, Nico, dans le cadre d'un projet de l'entreprise familiale, avait organisé 2 journée de conférence, la première qui portait sur le développement durable qui a eu lieu l'année dernière et cette année une autre conférence sur la résilience. Et un des messages clés qui est ressorti de ces 2 journées, c'était qu'il valait mieux collaborer plutôt que de rester en compétition parce que vu par exemple l'année qu'on a vécue là en 2020 avec toutes ces incertitudes, et bien finalement les entreprises qui sauront finalement s'allier pour être plus fortes, c'est probablement celles qui survivront plus longtemps dans ces temps un peu incertains. Donc merci Nico et peut-être pas de pharmacie en Chine, pas pour l'instant. Merci Alexandra. Nicolas, tu veux dire quelque chose? Ouais, non, merci pour cette remarque. J'étais ravi d'organiser ces 2 conférences et merci Enza aussi d'être venue. Et puis bon, ma sœur ne m'a pas posé de questions parce que je ne fais que lui parler de la Chine, donc elle sait déjà tout. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tout ça, ça nous pousse à aller chercher des profils d'un certain type, Fabien Lacroix, quand on est dans le milieu de l'emploi? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui change par rapport au profil des gens? Je sentais que c'était une question qui allait aller vers moi, ça. Merci Enza, merci de cette organisation, merci Nicolas pour cette belle
conférence. Là, il y a un peu un marché de l'emploi qui est en train de changer exactement, Enza, actuellement. En tout cas, du côté des employeurs. Et puis nous, comme j'ai un cabinet de recrutement, je suis un recruteur, donc je suis un peu ce marché-là. En effet, avec un grand repositionnement, avec beaucoup de questions qui se posent. Je pense qu'on est encore dans une phase enfin, en tout cas, moi, à mon petit niveau, avec ma petite société, on est encore en phase de réflexion. Il faut faire un petit peu attention, il faut laisser passer le Covid, on verra ce qui se passera véritablement après. Mais il est vrai que les entreprises évoluent, se posent beaucoup de questions. Et là, actuellement, voilà, le CDI est énormément remis en cause, donc des contrats à durée indéterminée pour les postes de cadre où on embauche des gens pour des années, voire des décennies. C'est bien sûr remis en cause depuis très longtemps et ce n'est pas le Covid qui forcément a décidé tout ça, mais l'accélère. Donc, on se pose beaucoup de questions là-dessus. Mais bon, j'attends quelques mois, j'attends la fin du Covid pour voir si tout cela, si tout cela sera pérenne, pardon. Mais on se pose beaucoup de questions et on met en chose beaucoup de choses, beaucoup de flexibilité. Donc, on est en train de revoir les contrats de travail. On revoit beaucoup de choses pour se dire voilà, comment apporter de la flexibilité dans tout ça. Ouais. Exactement. Merci. Nicolas, en Chine, ça fonctionne comme chez nous? On fait appel à des cabinets pour chercher le profil idéal ou pas? Alors, j'ai pas la chance d'avoir une suffisamment grande entreprise pour faire appel, donc je peux pas répondre à cette question de manière précise. Je sais que les entreprises internationales qui cherchent évidemment en Chine, elles ont beaucoup de mal en fait à briser la glace, à passer au-dessus de la muraille de Chine justement et à voir quels sont le genre de profils. Ce sont des gens différents. Ce sont des gens qui voient les choses différemment, en fait, plutôt, qui ont grandi dans un puzzle dont les pièces sont différentes des nôtres. Et elles s'embriquent de manière différente, avec des fonctionnalités différentes. Donc, naviguer les eaux chinoises, en fait, est complètement différent de naviguer les eaux occidentales. Donc, c'est là où beaucoup de gens se trompent, c'est qu'ils ne se localisent pas assez. Donc, je suis absolument certain que, en tout cas pour les entreprises internationales, elles passent par des experts aussi qui ont l'expérience sur place. Merci beaucoup. Alors, est-ce que justement, ça pose des questions par rapport au commerce en soi? Chez nous, c'est tout un art de vendre. Francine a même inventé une méthode autrement. Est-ce qu'en Chine, comment tu t'y prendrais pour vendre en Chine, Francine? Alors, c'est la grande question, parce qu'effectivement, merci beaucoup Nicolas pour cet exposé incroyable et bravo pour cet enthousiasme extraordinaire parce que j'admire vraiment ces gens passionnés dont vous êtes absolument. J'en profite pour donner mes vœux à Alexandra aussi, bon anniversaire en direct. Voilà. Et puis, justement, moi, j'ai effectivement créé un concept d'aide à la vente qui s'appelle l'antitechnique et donc qui réveille fondamentalement le sens de l'humain. Et j'avais une question, dans le fond, dans toute cette énormité, parce que c'est impressionnant, vraiment, cette ville de Shenzhen. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, est-ce que toutes les villes de Chine ressemblent maintenant à Shenzhen, puisque c'était si j'ai bien compris, un test, une ville pilote, quelque part, dans ce développement énorme. Est-ce qu'il y en a d'autres en Chine? Et où se situe l'humain dans cette frénésie de création et de commerce? Parce que ça, c'est fondamentalement ma question en Chine. Où se situe l'humain? Alors, d'abord, je vais répondre à la question la plus facile, c'est-à-dire est-ce qu'il y a d'autres villes de ce type-là? Alors oui, dans le sens où, suite au début du développement de Shenzhen, le gouvernement a directement aussi impliqué Shanghai, Canton, aussi pour des investissements étrangers, Wuhan aussi, assez rapidement. On connaît aussi pour son automobile, notamment, et pour des grands groupes français en fait qui y sont. Bref, oui, il y a beaucoup de grandes villes qui ont toutes des spécialisations. Aucune n'a reproduit le modèle de Shenzhen, qui est le Made in Shenzhen, le Made de l'électronique. Foxconn, qui a décidé de s'installer à Shenzhen pour faire les Apple. Encore une fois, Foxconn emploie plus d'1 million de personnes. Donc, c'est à Shenzhen.
dans une usine. Enfin, c'est complètement fou. Ouais. Donc oui, on a des développements similaires en Chine, mais pas sur l'électronique. Alors bon, après, il y a des villes qui prétendent être aussi des capitales de l'électronique, mais pas toujours. Elles essaient de trouver leur propre spécialisation. La place de l'humain. Alors, c'est une très bonne question et je pense que c'est une question en fait très actuelle. Dans le sens où, quand on sait qu'en Chine, en fait, c'était, je crois, 90% ou 85 ou 90% en fait de la population en 1980 vivait en dessous du seuil d'extrême pauvreté. Donc, en fait, on parle de 900 millions de personnes. Et aujourd'hui, c'est moins de 50 millions de personnes. Donc, en fait, ce développement a fait sortir du seuil d'extrême pauvreté 850 millions de personnes, qui est théoriquement sur papier le plus grand projet social de l'histoire. Bon, après, il y a eu évidemment des contreparties absolument terribles, mais je veux dire, c'est quand même quelque chose de complètement fou. Je pense que ça, c'était la priorité des gens. Croissance économique, accès au minimum vital, etc. Je pense qu'aujourd'hui, par contre, les gens sont de plus en plus en recherche de spiritualité, de leur histoire, etc. Ils sont encore très matérialistes. Ils se réfugient, je pense, aussi beaucoup dans tout ça. Ils ont été en fait un peu éduqués, je pense, comme ça, sur ces dernières années qui poussaient justement en fait à la croissance économique. Mais je rappellerai, et c'est une autre question qui viendra après, je pense, parce que je l'ai dans le chat, c'est 600 millions de personnes encore en Chine qui vivent avec moins de $600 par an. Donc, il y a encore de la marge de développement dans ce sens-là, je pense. Voilà. C'est vrai, et c'est vrai que c'est un peu l'image qu'on pouvait avoir. J'ai un beau-frère qui a vécu 30 ans en Chine et j'ai une belle-sœur chinoise, et c'est vrai que l'expérience qu'ils nous ont rapportée, en fait, c'est vraiment effectivement cette image de développement énorme et beaucoup aussi malgré tout encore de pauvreté, mais c'est encourageant de savoir qu'effectivement la pauvreté a été diminuée drastiquement grâce à tout ça, alors bravo. Absolument. Merci beaucoup, Francine. Il y a encore quelques amis qui ne se sont pas exprimés. Alors, oui, en Chine ou en Asie, les seniors ont une certaine place, je crois savoir. Chez nous, on se bat pour qu'ils en aient. Des fois, Étienne Dufour. Oui, alors, merci encore à Nicolas. Et quelques mots sur le passé et le présent, parce que j'ai un contact dans le présent en Chine. J'y viendrai. Et le passé, en 2005, j'ai été avec un Chinois, ancien sous-directeur du Crédit Suisse, proposer des produits tout à fait innovants. Ça consistait à insérer dans les circuits intégrés un circuit supplémentaire qui permettait de tester les circuits. Et ça n'a pas marché pour la raison suivante. Nous avons un contact avec le patron de Lenovo qui nous a envoyés chez ses ingénieurs. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils montent des circuits et ils testent le tout. Et comme ça ne coûte pas cher, c'est plus simple de jeter le circuit déjà monté que de tester les pièces uniques. Ça, c'était... Il y avait d'autres produits. Maintenant, c'était pour également leur vendre quelque chose. J'avais un contrat avec une grande maison française qui livre toutes les pièces de carrosserie. On avait le client en Chine et ça consistait à leur envoyer des pièces carrosserie 28 marques, parce que à Pékin, les automobilistes faisaient 7 à 8 fois plus de cases de carrosserie que nous, mais ça n'a pas fonctionné parce que tout aurait pu jouer. Le container de Marseille à Shanghai, c'était simplement 1000 francs suisses, parce qu'il y a tellement de containers qui viennent de Chine en Europe que de retour est très bon marché. Merci beaucoup, Étienne, pour ce témoignage. Est-ce que... J'aimerais parler du présent encore et puis poser ma question. Voilà. Alors, dans le présent, j'ai mon petit-fils qui a épousé une Chinoise qui vit maintenant à Yangyang, une ville de 2,5 millions d'habitants près de Canton, et il a monté une école de langue étrangère, anglais, espagnol et français, forcément. Et ma question est à Nicolas, est-ce que d'avoir un point comme ça d'ancrage en Chine peut être intéressant et pourrait même l'intéresser lui-même d'avoir une liaison, un contact? Oui, alors déjà, merci beaucoup pour votre témoignage et votre question. C'est aussi, je suis ravi de voir que votre petit-fils en fait, a décidé de s'installer dans une vie en Chine. Ça ne doit pas être facile, Yang, enfin dans le sens, il y a
beaucoup d'étrangers qui vont en Chine, ils choisissent des villes plus faciles à vivre comme Shanghai, Pékin, etc., plus cosmopolites. Mais c'est vrai que pour ceux qui ont le courage d'aller vraiment dans des plus petites villes, c'est vraiment ceux qui ont la volonté et aussi le courage de s'intégrer et vraiment de parler uniquement chinois, parce que là-bas, je ne pense pas qu'on parle beaucoup d'autres langues. Avec grand plaisir, vous pouvez le mettre en contact avec moi. Moi, je serais ravi de aussi être en contact avec lui, et j'espère que si un jour je rentre en Chine, prochainement, j'aurai l'occasion de le rencontrer. Super, merci beaucoup. Je ferai le Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, bon, Alain, lui, il ne rêve que d'une chose, c'est d'aller skier en Chine. Tout d'abord, Nicolas, félicitations pour la présentation. Ça m'a rassuré. On est meilleur en Suisse pour la création d'entreprises parce que 18 000 par jour uniquement en Chine, rapporté au nombre d'habitants, ça fait à peu près 33 000 en Suisse par an. Donc, ça fait une centaine d'entreprises par jour en Suisse. Et c'est là où nous en sommes, puisqu'on doit en créer 39 000 par an. Donc, on est meilleur que les Chinois. Plus sérieusement, effectivement, il y a une culture très forte, une civilisation, une société très forte en Chine. Le respect des anciens, certainement le confucisme, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle. Et la question que je me pose, c'est malgré tout, les gens qui ont passé le premier stade ou la première génération de richesse, beaucoup ne pensent qu'à une chose, c'est mettre leur argent à Vancouver, avoir le passeport américain, aller donner naissance aux États-Unis ou en Occident pour avoir un autre passeport. Et finalement, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment va évoluer la société, parce que on voit bien, on va vers des entreprises libérées de plus en plus. Il faut que les gens puissent s'exprimer. Il y a des sociétés sans hiérarchie qui apparaissent, et dans le canton de Genève en particulier. Comment ça peut être compatible finalement cette évolution avec la Chine telle qu'elle est aujourd'hui, et un peu verrouillée aussi d'un point de vue politique? Voilà, donc merci beaucoup déjà aussi pour le comparatif avec la Suisse. C'est surprenant, je ne savais pas, mais bon, alors je suis ravi de savoir qu'en Suisse, on est très bon aussi. Oui, alors je pense qu'en fait, c'est une minorité des gens vraiment qui sont extrêmement fortunés. Ceux qui le sont ont trouvé des moyens et via des IPO et via en fait toute autre formule de mettre, disons, une partie de leurs biens à l'étranger. C'est de plus en plus mal vu et enfin, ça a toujours été interdit. Aujourd'hui, je pense que le gouvernement chinois fait attention à ça. Je pense que la stratégie du gouvernement chinois, c'est de l'interdire et puis d'arriver à traquer, en fait, à poursuivre ces gens-là. La question, c'est est-ce qu'ils y arriveront ou pas? Quand on voit que le gouvernement chinois est encore capable d'interrompre l'IPO de M Group 2 jours avant à Hong Kong, alors que c'est Jack Ma, probablement une des personnes les plus puissantes de ce pays, qui est derrière, on se dit qu'ils ont encore, disons, la marge de manœuvre pour pouvoir s'attaquer, disons, aux gens qui tricheraient, selon eux, entre guillemets. Ensuite de ça, c'est encore une minorité des Chinois qui vont à l'étranger. Hein. Moins de 10% des Chinois ont un passeport. Donc, les Chinois, vous voyez ici, enfin, c'est vraiment encore une fois une minorité. Donc, dans quelle direction ils vont? Alors, aussi pour reprendre l'idée de l'entreprise libérée, Haier, qui est une entreprise chinoise, en fait, c'est une entreprise à l'origine gouvernementale, est une entreprise qui fonctionne plus ou moins comme une entreprise libérée. Et c'était une des premières. Donc, il y a eu en fait un certain nombre de stades. Donc, c'est vraiment c'est une des rares en Chine. Hein, ça ne représente pas du tout une généralité. Mais comme quoi, en fait, il y a vraiment une différence, je pense, entre ce qui est autorisé politiquement et pour les gens et ce qui est autorisé dans le business, en fait, dans les affaires. Personnellement, je pense qu'il y a une majorité de Chinois qui est pro leur gouvernement. C'est très difficile à prouver parce qu'évidemment, les sondages qu'il pourrait y avoir, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens, mais je pense que en fait, le gouvernement fait un travail qui est jugé être bon par une majorité de Chinois, dans le sens où en fait, le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour une croissance économique et au final, au jour d'aujourd'hui, avec encore une certaine pauvreté, c'est ce que les Chinois veulent. Le jour où la croissance diminue, je pense que cette satisfaction du gouvernement pourra elle aussi évoluer. Merci beaucoup, Nicolas. On arrive au terme. Alors, Christina, qui est plutôt dans l'art et la culture, est-ce que la culture chinoise fait recette aujourd'hui chez nous? Alors, la culture chinoise dans leur copie, dans l'art ou alors leur création,
oui, ça fait recette. Oui, il y a des très grands architectes, il y a des très grands artistes, il y a des très grands... il y a tout. Mais ce qui m'a interpellée, c'est que finalement, on a perdu quelque chose, pour revenir à la conférence de Nicolas, on a perdu le sens, parce qu'on l'avait, c'est d'aller emprunter l'outil chez le voisin et demander qu'il nous aide à créer le portail ou la porte ou je ne sais quoi. Et puis, on a perdu ça. Après, moi, je trouve formidable de pas de devoir tout breveter, etc., parce que c'est comme ça qu'on cloisonne et qu'on n'avance pas. Et en fait, ça crée des jalousies et des envies. Leur système est assez phénoménal. Moi, ça m'interpelle de pouvoir descendre au rez-de-chaussée, chercher ce qu'il me faut pour remonter au 6e étage et faire marcher mon robot ou mon drone. Et en intelligence artificielle, il faut le travailler comme ça. Donc, moi, c'est quelque chose qui me plaît, quelque part, malgré qu'ils nous piquent tout un tas de choses et qu'ils nous envoient tout un tas d'autres conneries, mais c'est qu'on veut bien les acheter aussi. Merci pour ce témoignage, Christine. Nicolas. C'est très intéressant et en fait moi je suis d'accord avec tout, c'est-à-dire que je suis enthousiaste par rapport à ce qui se passe en Chine, je le regarde avec curiosité, je ne suis pas forcément d'accord avec tout. Typiquement vous dites les objets qui viennent, je suis d'accord avec vous en fait, de dire que moi j'en veux pas forcément de tous non plus, donc non, je suis totalement d'accord avec vous. Et ce que je me dis, c'est que vous êtes aussi dans l'art et la culture et alors, moi je m'y connais pas trop en art, mais il me semble qu'au final en art on travaille aussi un peu en open source, en intelligence collective dans une certaine mesure, c'est-à-dire que on s'observe, on discute, on se suggère, j'imagine qu'on collabore aussi dans une certaine mesure. Oui, il faut bien comprendre. C'est tout à fait ça. Merci beaucoup. Alors, les Chinois envahissent le monde, paraît-il, et l'Afrique est pas mal lotie à ce niveau-là. Lamine, qu'est-ce qui se passe en Algérie? Est-ce que ça devient... Tu es toujours dans ta voiture, toi, c'est incroyable. On t'entend pas. On t'entend pas. On t'entend pas. Micro. Les Chinois ont coupé le micro en Algérie, apparemment. Bon, écris-nous un petit mot sur le chat. Voilà, navré. Nicolas, je crois que tout le monde s'est exprimé. Le mot de conclusion, le mot de la fin, qu'est-ce que tu aurais envie encore de nous dire? Est-ce qu'il faut y aller ou de toute façon attendre qu'ils arrivent? Qu'est-ce qu'on doit faire? Non, je pense qu'il faut y aller. Je pense qu'on sera confronté de plus en plus, tant qu'on va dans la direction dans laquelle on va, on sera de plus en plus confronté à la Chine, quoi qu'il arrive. Je ne crois pas dans vraiment des scissions, des fragmentations du monde. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, tout est encore très lié. Ça pourrait changer, évidemment, mais ça n'a pas changé du jour au lendemain. Ça changerait en quelques années. C'est à tort ou à raison, ça pourrait être bien ou moins bien. Mais dans le sens où je pense que la Chine sera de plus en plus présente. Je pense que c'est important de la comprendre. Ou en tout cas de ne pas en avoir trop peur, donc ça veut dire d'interagir un petit peu avec elle. Évidemment, il ne faut pas juste dire oui à tout. Il n'y a pas que du rose dans ce pays, il n'y a pas que du rose d'ailleurs nulle part dans le monde, mais je pense que c'est important de bien se rendre compte en fait d'où ils viennent, pourquoi ils agissent comme ça, quel est leur contexte, pourquoi ils prennent ces décisions-là, et je pense que du coup les interactions et les discussions seront beaucoup plus amiables et intéressantes. Peut-être encore une question plus personnelle, puisque tu as travaillé là-bas. Est-ce que c'est un peuple auquel on peut faire confiance? Oui, alors, si vous voulez, en Chine, il y a deux... en Suisse, quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas, on a tendance à lui faire confiance. Dans un premier temps, si on va parler de collaboration, enfin souvent, en tout cas, moi, c'est comme ça que je me comporte. J'ai l'impression que le fait d'être suisse, le fait de vivre en Suisse, en fait, ou le fait même de vivre en Europe, eh ben, voilà, il y a des choses qui nous lient, où on se comprend, et donc on a tendance à faire confiance. En Chine, c'est le contraire. Quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne lui fait pas confiance. Pourquoi? Il y a énormément de gens, ils sortent encore une fois d'une ère et d'une période où tout le monde a dû tirer quelque chose, en fait, son épingle du jeu.
c'était une croissance folle, du coup une agilité phénoménale, tout le monde essayait de faire de tout, et donc une compétitivité vraiment effrayante pratiquement. Tous les matins, les Chinois se lèvent en se disant comment est-ce qu'aujourd'hui je peux gagner plus d'argent, comment est-ce que je peux augmenter ma qualité de vie aussi pour mes enfants, payer les études de mes enfants, etc. Donc on a tendance un petit peu à faire attention, d'où en fait tout ce concept ce qu'on appelle des guanxi en chinois, donc des relations. Il faut être introduit, il faut se créer un réseau. Et donc, pour répondre du coup à ta question, est-ce qu'on peut leur faire confiance? Je pense que oui. Je pense qu'on peut. Mieux vaut toujours, par contre, avoir des relations en commun, parce qu'une personne en Suisse, une personne en Chine qui n'ont rien d'autre que juste leur adresse email, évidemment, on n'est jamais sûr de rien, mais dans un sens comme dans l'autre. Merci beaucoup. Je vous demande d'ouvrir au micro pour un bel applaudissement pour Nicolas de Toledo, s'il vous plaît. Merci.